L'avenir de la Russie sur le fil du rasoir? Une puissance en déclin? La Russie ne s'arrêtera qu'avec une défaite totale et indéniable. Ces mots frappants ne viennent pas d'un commentateur quelconque, mais du lieutenant-général Ben Hodge, ancien commandant des forces américaines en Europe. Une déclaration qui soulève une question brûlante. Sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de la puissance militaire russe? Regardons les faits. Plus de 3 ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, l'armée russe, autrefois crainte dans le monde entier, montre des signes alarmants d'essoufflement. Contrairement à l'image qu'elle projette, cette force militaire supposément invincible s'est révélée bien plus fragile que prévu. Examinons 3 échecs majeurs qui ont surpris même les experts les plus chevronnés. Premier échec, la performance catastrophique des forces russes sur le terrain. Hodges l'admet lui-même, il s'attendait à beaucoup mieux de l'armée russe, mais aussi de sa marine et de son aviation. La réalité? Une planification désastreuse orchestrée non pas par l'état-major, mais par le FSB, le service de sécurité russe. Cette erreur stratégique a coûté cher au Kremlin. Les chiffres sont stupéfiants. Près d'1 million de soldats russes hors de combat, plus de 10 500 chars détruits, 25 000 systèmes d'artillerie anéantis. L'ampleur des pertes dépasse l'entendement pour une opération que Poutine qualifiait initialement de « spéciale ». Deuxième échec, peut-être le plus embarrassant, l'incapacité de l'aviation russe à obtenir la supériorité aérienne. Comment une force aérienne aussi imposante a-t-elle pu échouer à ce point? Les défenses anti-aériennes ukrainiennes, certes efficaces, n'expliquent pas tout. La corruption endémique, le manque d'entretien des appareils et une coordination défaillante entre forces aériennes et terrestres ont paralysé l'une des branches supposément les plus puissantes de l'armée russe. Troisième échec, le plus révélateur, la dépendance croissante de la Russie envers la Corée du Nord. Qui aurait imaginé que la Grande Russie se retrouverait à quémander des munitions et des soldats à Pyongyang? Environ 12 000 soldats nord-coréens ont été déployés, servant essentiellement de chair à canon avec des tactiques dignes des années 50. Des vagues humaines lancées contre des positions fortifiées avec des résultats prévisiblement désastreux. Plus de 9 millions d'obus ont été livrés par la Corée du Nord, nous révèlent les services de renseignement. Une dépendance qui trahit l'épuisement des ressources russes, incapables de soutenir l'effort de guerre sans aide extérieure. Cette réalité contraste brutalement avec la propagande du Kremlin et les annonces grandiloquentes de Vladimir Poutine sur des armes invincibles. Prenons le cas du missile Kinjal, présenté comme une arme hypersonique révolutionnaire, capable de déjouer toutes les défenses occidentales. La vérité? Un assemblage de technologies anciennes, avec seulement 10% de composants réellement nouveaux selon les experts. Pourtant, Poutine intensifie l'effort de guerre avec une nouvelle mobilisation massive de 160 000 hommes et un objectif affiché de porter les effectifs militaires à 2,39 millions de soldats. Une fuite en avant qui, selon Hodge, ne peut aboutir qu'à une seule conclusion. Ils doivent être vaincus. Car c'est bien là tout l'enjeu. Sans défaite claire, le cycle du militarisme russe continuera, avec ou sans Poutine. La réforme en Russie n'arrivera qu'après une défaite dans un conflit, affirme Hodge, ajoutant que cette défaite profiterait non seulement à l'Occident, mais aussi aux Russes eux-mêmes. À 140 millions de personnes, au lieu du million qui bénéficie actuellement de toute cette richesse. Mais quand cette défaite pourrait-elle survenir? Robert Fox, rédacteur en chef de la défense au London Standard, est catégorique. Nous arrivons à un point de décision cet été. Une échéance qui semble bien proche pour le maître du Kremlin. La variable Trump complique toutefois l'équation. Poutine espère-t-il que son ami à la Maison-Blanche lui offrira une porte de sortie? Si oui, il pourrait être déçu. Car le dilemme reste entier. Trump recherche une résolution rapide qu'il pourrait présenter comme une victoire diplomatique, quand Poutine ne peut accepter aucun accord qui ressemblerait à une capitulation. C'est l'impasse, et le temps joue contre la Russie. Son économie, malgré une façade de résistance, montre des signes d'essoufflement. La croissance du PIB russe devrait chuter à 1,7% en 2025, contre 4,1% en 2024. L'horloge tourne et les ressources s'épuisent. L'offensive ukrainienne en territoire russe, notamment à Koursk, a démontré la vulnérabilité des défenses russes. Même si les Ukrainiens ont dû se replier, cette opération audacieuse a, selon Hodge,
briser le mythe de l'invincibilité russe, un coup psychologique dont l'impact se fait encore sentir. La question de l'après-guerre se pose déjà. Pour l'Ukraine, la garantie ultime de sécurité serait l'adhésion à l'OTAN, selon Hodge. Les dispositifs alternatifs comme une force de maintien de la paix de l'ONU seraient insuffisants face à un adversaire connu pour violer systématiquement les accords. L'Ukraine devrait suivre l'exemple de la Finlande et de la Pologne, en développant un système défensif robuste et des forces de réserve rapidement mobilisables. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN renforcerait considérablement l'alliance, en lui apportant une armée aguerrie au combat moderne et une industrie de défense en plein essor. Quant aux craintes d'une guerre OTAN-Russie, Hodge les balaie d'un revers de main. Si la Russie ne peut pas vaincre l'Ukraine avec un soutien occidental limité, comment pourrait-elle affronter toute la puissance de l'OTAN? À défaut d'adhésion immédiate, une coalition des volontaires pourrait offrir des garanties temporaires à Kiev. Mais Fox reste sceptique, qualifiant cette approche de « spectacle diplomatique » plutôt que de solution concrète. Les petits pays comme les États baltes et la Norvège semblent plus déterminés que les grandes puissances européennes à agir concrètement. Alors, est-ce vraiment le début de la fin pour Poutine et sa vision impérialiste? Ou assistons-nous simplement à une pause avant un nouveau cycle d'agression? La question reste ouverte, mais une chose est certaine, jamais la Russie n'a paru aussi vulnérable depuis la chute de l'Union soviétique. Les prochains mois seront décisifs. L'Ukraine, malgré ses difficultés, continue de résister héroïquement. L'Occident, malgré ses hésitations, maintient son soutien. Et la Russie, malgré sa rhétorique belliqueuse, s'enfonce dans une guerre d'usure qu'elle ne peut gagner. Pour le bien des Russes et de l'Europe, la Russie doit être vaincue. Cette conviction de Hodge pourrait bien devenir réalité plutôt que prévu. Chaque jour qui passe rapproche un peu plus le régime de Poutine de ce que beaucoup considèrent comme inéluctable. L'effondrement d'un système bâti sur l'agression et la peur. L'histoire nous a appris que les empires ne s'écroulent pas lentement, mais brutalement. Quand le château de cartes russe s'effondrera-t-il? L'été 2025 pourrait bien nous apporter la réponse. La question n'est plus de savoir si la Russie sera vaincue, mais quand. Et les conséquences de cette défaite façonneront l'Europe et le monde pour les décennies à venir. Dans ce grand jeu géopolitique, la partie finale semble avoir commencé. Et pour Vladimir Poutine, le compte à rebours est lancé.